Globalement, la presse estime que la justice est passée au sujet de l'affaire Mera au lendemain donc du verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris qui a condamné Abdelkader Mera pour association de malfaiteurs terroristes, mais qu'il a acquitté du chef de complicité des 7 assassinats perpétrés par son frère Mohamed. Pour en parler, c'est Thibaut de Montbrun et Alexandre Vesperini qui sont réunis ce matin, respectivement. Les Gavroche et conseiller de Paris, bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bah oui, mais on peut dire bonjour mutuellement aussi. Hein. Allez Thibaut, vous estimez que la justice est passée donc ? Alors, c'est la tonalité ce matin de la plupart des éditorialistes. Oui, la justice est passée. Alors, en fait, il y avait quand même une difficulté dans ce procès qui était que il y a eu beaucoup de difficultés à rattacher matériellement Abdelkader Mera directement avec le crime. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que c'était pas vraiment lui qui avait fourni le scooter, il n'avait pas fourni l'arme, il avait rien fourni. Et en réalité, on a voulu le rattacher. Pourquoi est-ce que les juges l'ont condamné tout de même ? C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était lui qui avait radicalisé Mohamed Mera. C'était à cause de lui que Mohamed Mera était devenu ce qu'il était. Il était lui-même, Abdelkader Mera était lui-même un islamiste. Et en réalité, il l'avait façonné, il l'avait poussé dans cette haine. Manipulé quoi. Alors, pas tout à fait manipulé, mais il avait été un des éléments qui avait conduit à sa radicalisation. C'est-à-dire que il avait entraîné son frère sur un chemin qui allait être un chemin un chemin de meurtrier. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour la première fois, on se pose la question des infrastructures qui conduisent au terrorisme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la bonne vieille thèse du loup solitaire, telle qu'elle avait été définie au moment donc de l'attaque de Mohamed Mera, on nous expliquait que c'était un type tout seul, qui s'était radicalisé, on sait pas trop comment, et qui avait trouvé des armes, on sait pas trop comment, et qui s'était mis tout seul à tuer comme un fou, ne tient pas. En réalité, ce sont des gens qui sont formés, ce sont des gens qui sont manipulés, mais en réalité qui sont aiguillés dans ce sens par toute une infrastructure intellectuelle et parfois même aussi logistique. Et c'est ce procès-là, et ça c'est extrêmement important parce que là, si on commence à s'attaquer aux infrastructures, on va peut-être pouvoir aussi arriver à couper et à taper assez fort contre le terrorisme. Parce qu'on va pas s'attaquer simplement aux exécutants, mais aussi aux décideurs et aux intellectuels qui souvent en fait ne se mouillent pas beaucoup et disent je n'ai participé à aucun crime et pensent s'en sortir comme ça. Et là on voit avec Abdelkader Mera que non, on ne s'en sort pas comme ça lorsque l'on a poussé quelqu'un au crime. Alexandre Vesperini. Oui, enfin, j'ai quand même un regret, moi, c'est que la peine finalement soit pas maximale, puisque moi je pense qu'il y avait largement de quoi reconnaître la complicité d'assassinat, en dehors du fait que naturellement les aspects matériels avaient du mal à être mis en évidence. Je pense pas qu'on puisse dire que la justice a été clémente, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un aboutissement qui n'a pas... Juste, je pense que 20 le procès ans, ce n'est pas la peine maximale. 20 ans pour association de non, parce qu'il est acquitté. En tout cas, je ne sais pas si c'est la peine maximale, mais en tout cas, il est acquitté. Tu aurais voulu la perpétuité. Moi, j'aurais plutôt été sur cette ligne-là. Mais naturellement, si je suis sur cette ligne-là, c'est aussi parce que je reconnais que, en réalité, on juge cet attentat, ces attaques, en dehors de l'auteur. Puisque l'auteur est mort, donc à la suite de l'assaut mené par le RAID. Donc en réalité, en le condamnant à la perpétuité, il revenait en fait à prendre aussi pour son frère, entre guillemets. Voilà. Ce que je crois surtout, c'est que ce procès a été quelque chose d'épouvantable. Je pense que c'est probablement le procès le plus épouvantable de cette année, probablement de ces dernières années qu'on ait eu à vivre. Enfin, je veux dire, moi, j'ai lu comme nous tous les récits de ces journées qui ont dû être absolument insoutenables pour les familles des victimes, que ce soit celles des parachutistes ou des familles des enfants qui ont été assassinés à bout portant avec des balles dans la tête. Enfin, je veux dire, quand on a le récit de tout ça et le rappel de comment est-ce que finalement, comme tu le dis très, très justement, Thibaut, comment est-ce que cet individu est devenu un instrument de la haine et de la haine de la France et des Juifs. Moi je crois quand même qu'il y a un petit problème en fait de qualification de tout ça, de tout ce qui nous arrive de la part de nos juges, de la part je veux dire, on le voit notamment dans le traitement de Salah Abdeslam. Voilà, je comprends. Moi je suis clairement pour une juridiction spéciale. Je veux dire, face à l'OAS, je crois pas qu'on ait pris autant de gants avec le général de Gaulle. Je crois qu'il est temps à un moment donné que nous ne jugions pas de la même manière les crimes du terrorisme islamiste
que les crimes de n'importe quel autre terrorisme. Parce qu'on voit bien qu'il y a une qualification particulière, on voit bien quelle est la finalité. Donc les chefs d'accusation posent problème en fait. Non, je pense association de malfaiteurs terroristes et puis complicité de l'assassinat. Moi, je pense qu'on ne peut pas juger le terrorisme islamiste comme on juge n'importe quel autre type de terrorisme. Association de malfaiteurs, je pense que c'est beaucoup plus grave en réalité parce que la finalité n'est pas du tout la même. Moi, je suis clairement pour des juridictions spéciales. Voilà. Et je le dis, je vois pas très bien pourquoi est-ce que, par exemple, on traite Salah Abdeslam comme un prisonnier de droit commun, avec évidemment la particularité qu'il est terroriste. Moi, je crois qu'on doit le traiter comme un prisonnier de guerre. Voilà. Si nous sommes en guerre, comme l'a dit le président de la République précédent, eh bien on doit s'en donner les moyens, et notamment sur le plan juridique et judiciaire. Si tu veux lui appliquer, si tu veux en faire un prisonnier de guerre, tu vas aussi devoir lui appliquer la Convention de Genève. Oui, mais je sais exactement où quoi je veux en finir. Oui. Mais non, je pense qu'ils auraient pris beaucoup de gants avec nous. Il faut en faire des ennemis de la nation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu la gauche qui nous a fait les gorges chaudes sur la déchéance de nationalité. On nous a expliqué que tout ce qui était symbolique était ignoble parce que ça mettait la suspicion. En réalité, non. Il faut accepter d'être impitoyable avec les gens qui veulent nous détruire. Et on a vu aussi, justement, ça c'était très intéressant, deux visages totalement différents. On avait d'un côté la mère d'un des parachutistes qui a fait un travail assez remarquable, justement, qui va dans les cités, qui explique qu'il faut aimer la France, qui fait un véritable travail de patriotisme et d'une certaine façon de réconciliation nationale. Et de l'autre, on a eu cette mère de Mohamed Merah qui s'est renfermée dans ses mensonges et qui, d'une certaine façon, a presque justifier les crimes d'Abdelkader Merah, c'est-à-dire que on avait quelqu'un qui n'avait aucun remords, qui n'avait aucun regret de ce qui avait été fait. Et on a essayé de la faire passer pour une victime, elle aussi. Oui, mais on a essayé de la faire passer. On a aussi essayé. Alors, quand tu regardes les éditorialistes, non, la plupart, même le Nouvel Obs, je parle pas des éditorialistes. Ça, c'est cela. C'est le rôle. Si tu parles des avocats, c'est le rôle. Oui. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qui a été dit hier. Je crois que la façon dont la défense la ligne adoptée par la défense et voilà le discours de la défense, je crois que ça a posé un gros problème au barreau de Paris, à beaucoup d'avocats qui se sont fait l'écho, et je crois qu'il y a eu un vrai problème là-dessus. Alors pourquoi exactement ce que vient de dire Thibault. En fait, il y a eu ce mot en fait qui a choqué beaucoup de gens, où en fait Maître Dupond-Moretti avait expliqué que la mère de Mohamed Merah était la mère d'un meurtrier, mais aussi la mère d'un défunt. Ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est-à-dire que non, on ne peut pas avoir de compassion envers quelqu'un qui a elle aussi entraîné son fils dans ce destin funeste et qui s'est été réjoui de la mort de son fils. Et beaucoup de gens avaient été choqués, je comprends ce que tu dis donc Alexandre, beaucoup de gens avaient été choqués par la façon dont en fait la défense avait essayé de manipuler d'une certaine façon les choses pour faire croire, pour essayer de donner de la compassion et de l'humanité à des gens qui n'en avaient pas. Voilà. Un dernier point très rapide sur le terrorisme. Vous dites combattre par exemple, Alexandre, une juridiction spéciale contre le terrorisme islamiste ou contre toutes les formes de terrorisme? Parce qu'après, tout dépend du curseur, très rapidement. Moi, je crois qu'il y a quand même dans le terrorisme islamiste une particularité qui est quand même la destruction non seulement de l'État, mais non seulement s'en prendre à l'État, mais s'en prendre à la nation française et à tout ce qu'elle représente et à tout ce qui fait qu'on fait nation. Mais pour cela, il faut aussi la comprendre. C'est-à-dire que la particularité de ce terrorisme-là, c'est qu'il vient de l'extérieur et on le comprend encore très mal et on a beaucoup de mal. Il a des éléments intérieurs, il a des véhicules intérieurs. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Vesperini, Thibault de Montbrun.